Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mercredi 5 décembre. Cette année 2018 aura été marquée par l'absence d'élections. Dès l'année prochaine, les électeurs seront appelés aux urnes dans le cadre des européennes. Suivra en 2020 les municipales, les cantonales de 2021, puis les élections présidentielles et législatives de 2022. Face à ces échéances, les partis politiques se mettent en ordre de marche afin de convaincre les électeurs à l'heure où la population exprime sa défiance vis-à-vis de la politique. Du côté du parti Les Républicains, on prépare les municipales et sans surprise, Anchia Bamana ne sera pas la candidate officielle du parti qui lui a préféré Hassan Yacoub. Au montage d'Anyende Ragakura. En 2014, Anchia Bamana avait remporté l'élection municipale à Sada avec un écart de seulement 32 voix. L'année suivante, la fille de l'illustre Younoussa a rencontré d'énormes difficultés au sein même de sa majorité, les Républicains. 9 élus du parti ont en effet créé une majorité de blocage, plaçant la localité dans une situation très délicate. C'est finalement avec des alliés de l'opposition que la maire a conduit son mandat. À 1 an et demi des prochaines municipales, elle a décidé de se représenter sans le soutien de son parti. Je serai candidate à ma propre succession. Avec quelle étiquette politique? J'ai travaillé avec différentes étiquettes jusqu'à maintenant. Je continuerai à être le candidat du peuple. Donc le combat commence ce matin puisque vous venez de m'apprendre officiellement que la candidature a été arrêtée. Le parti Les Républicains a en effet décidé d'investir officiellement Hassan Yacoub à Sada, qui fera donc face à la maire sortante. La décision de la section LR fait jaser au sein du parti et prouve que la bataille ne fait que commencer. Pour Anchia Bamana, le fait de bousculer les pratiques dérange à Mayotte. J'ai été contestée par 2-3 personnes qui considèrent à Sada qu'ils sont propriétaires du parti et que c'est à eux de décider. Mais je comprends tout à fait parce que Patrick, ces quelques personnes avaient bien compris dès 2013 quand les jeunes sont venus me chercher. Je dis bien quand les jeunes sont venus me chercher. Ces personnes avaient bien senti qu'il y allait avoir un changement et ça a été le cas. Ça a été le cas. Nous avons le devoir maintenant, si nous voulons à ce que ce département se développe dans les meilleures conditions possibles, on ne peut plus rester dans nos chichis traditionnels. Non, il faut moderniser la gestion des collectivités et c'est ce que j'ai fait avec l'aide des élus. Si j'ai tenu jusqu'à maintenant, c'est grâce aux élus qui ont accepté et qui ont compris qu'ils étaient là pour l'intérêt de la population et non pour leurs propres intérêts. À Mayotte, comme en ont témoigné les guerres intestines liées aux élections dans les intercommunalités, l'intérêt personnel prime souvent sur l'intérêt général. Pour Anchia Bamana, c'est ce qui pousse les élus du département à faire cavalier seul alors que la situation exige un front commun. Pourquoi Mayotte est dans le gouffre actuellement? Parce que les élus aujourd'hui n'ont pas l'intelligence de s'unir pour la même cause. Je le disais hier à Mayotte Première, ce n'est pas en appelant pour chaque difficulté ou pour chaque dossier concernant Mayotte, appeler les gens à aller dans la rue, non. J'estime qu'aujourd'hui, tous les élus, du national au local, doivent s'unir pour aller défendre Mayotte à Paris, quel que soit le gouvernement qui siège à Paris. Et ça, nous ne l'avons pas encore, nous n'avons pas la bonne méthode. Pourquoi les élus réunionnais arrivent à construire des belles routes en plein milieu de l'océan? Dans quelques mois, les électeurs seront de nouveau conviés aux urnes. D'ici là, la bataille électorale va faire rage et tous les coups seront permis, que ce soit entre candidats ou au sein même des partis. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce mercredi 5 décembre. L'inspectrice générale des affaires sociales Dominique Voynet vient à nouveau de se rendre aux Comores pour y rencontrer notamment le président Azali Assoumani. Il en ressort un communiqué du palais de Beit Salam dont voici le contenu, je cite. La mission est venue faire un point au président de la République sur les perspectives, l'accompagnement et les investissements qu'elle souhaite mettre en place dans le domaine de la santé, notamment en marge de la construction du nouvel hôpital El Marouf. Pour les deux parties, si la construction du nouvel hôpital El Marouf est essentielle pour garantir les meilleurs soins aux Comoriens, elle n'est pas une fin en soi. En effet, la gestion de l'après-construction sera primordiale pour la pérennité de l'hôpital, comme la maintenance et l'entretien, la gestion et la bonne gouvernance ou encore la formation du personnel de santé.
En clair, les Comores posent sur la table leurs exigences en matière de coopération à l'heure où le document cadre entre la France et le pays voisin fait actuellement l'objet de vives tensions. Hier, une nouvelle opération de démolition de 5 mangas a eu lieu sur une parcelle appartenant au Conservatoire du Littoral à la Vigie, dans la commune de Dzaoudzi-l'Abattoir. Cette démolition fait suite à une réquisition de la force publique par huissier pour l'application d'une décision de justice accordée par le préfet de Mayotte. 3 familles regroupant 20 personnes ont ainsi été expulsées. Elles ont été prises en charge pour leur relogement par l'Association pour la condition féminine et aide aux victimes ACFAV, mandatée par la Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. D'autres décisions similaires pourront intervenir prochainement pour les dossiers d'expulsion aboutis juridiquement. Il faut dire que depuis quelques jours, les opérations de ce type se multiplient et devraient s'intensifier dans les prochains mois, grâce notamment à la loi Elan, qui confère des pouvoirs élargis au préfet de Mayotte. La bibliothèque municipale de la commune de Dzaoudzi-l'Abattoir participe à un projet mené par la direction du livre de la lecture publique appelé la Semaine de la bibliothèque des parents, qui a débuté depuis le 3 décembre et qui prend fin ce 8 décembre 2018. Une semaine qui a pour objectif de faire participer les parents aux différentes activités que les enfants réalisent au sein de la bibliothèque. Durant toute cette semaine, les parents et les enfants vont être initiés sur différents ateliers que la bibliothèque a mis en place, à savoir initiation au shigoma, la fabrication de la farine à la base de riz, la couture des habits traditionnels, du mchogoro et d'autres activités à découvrir le samedi 8 décembre. En effet, pour clôturer cette semaine, ce samedi de 9h à 17h, une journée d'animation sur toutes ces activités réalisées dans la semaine sera organisée avec les associations qui ont également participé à ce projet. Une pièce de théâtre sur le respect intitulée Andabou sera également présentée. Agriculture, pour clore cette édition, le conseil départemental de Mayotte a été désigné pour organiser la 7e édition de l'université rurale de l'océan Indien. Depuis mardi et jusqu'à demain, tous les acteurs du monde rural, population et institutions, réfléchissent et échangent sur le thème de la ruralité. Cette université rurale qui a vu le jour à La Réunion permet également d'évoquer d'éventuels échanges entre les îles de l'océan Indien. Car si l'autosuffisance est le Graal recherché, cela passe par de la coopération, qu'il s'agisse d'échanges de techniques, de procédés ou de marchandises. Au montage, Leslie Vimenet. La 7e édition de l'université rurale se tient actuellement sur le territoire. Cet événement initié par la ville de Saint-Joseph de La Réunion est l'occasion pour Mayotte de valoriser ses spécificités, favoriser le partage des expériences et renforcer sa collaboration avec les îles de l'océan Indien. Parmi les thématiques évoquées, l'autosuffisance alimentaire. On peut voir par rapport aux productions à certaines filières où on peut être autosuffisant. Si on peut donner l'exemple de l'œuf, on peut aller jusqu'à l'autosuffisance. Sur le fruitier, là nous on dit qu'on est à peu près à 50% d'autosuffisance en production. Sur le poisson aussi, on est en grande partie autosuffisant. Mais on ne peut pas parler, on travaille à tendre vers l'autosuffisance sur certaines filières, mais on ne peut pas parler de manière globale. Elle nous dira les chiffres à La Réunion, mais même à La Réunion où l'agriculture est un petit peu développée plus que chez nous, on ne parle pas encore d'autosuffisance de manière claire. L'île de La Réunion est autosuffisante en fruits et légumes à hauteur de 70%. Cependant, du fait de son climat tropical, elle est contrainte d'importer certaines denrées qui ne peuvent pousser sur place. Cependant, l'idéal d'autosuffisance se doit également d'être poursuivi pour développer l'économie locale. Tout territoire insulaire, il est contraint par la mer, il est contraint par les distances. Ouais. Donc tout ce qui peut produire sur place contribue à son développement. Premièrement, pour la diminution des coûts, parce que l'importation coûte cher. Oui, mais la production locale coûte cher. Mais bien sûr, la production locale coûte cher. Mais il vaut mieux que la production locale coûte cher et que les plus-values restent dans ce territoire au détriment d'importateurs, au détriment de personnes ou d'intérêts extérieurs au territoire. Ouais. Donc c'est un effort permanent et c'est même un combat permanent qu'on doit mener pour que nos îles deviennent autosuffisantes. Ouais. Parce que pris dans le tourbillon de la mondialisation, on peut perdre aussi son identité pas seulement culturelle, mais son identité d'appartenance à un territoire. Et c'est ça qui est important. L'agriculture, le monde rural est facteur aussi de cohésion sociale et d'identité. Une cohésion sociale qui passe par des échanges. À ce titre, cette université rurale permet aux acteurs ruraux mahorais de prendre connaissance de ce qui se fait ailleurs, en matière par exemple
de gestion de l'eau. On a vu par rapport aux projets qui sont faits à La Réunion, par rapport aux projets qui sont menés à Rodrigue, des similitudes et des exemples à mettre en place ici. Par exemple, les petites retenues collinaires qui sont faites pour des usages communs ou individuels pour les producteurs. Parce qu'ici, on a vu avec les eaux par rapport à la période pluvieuse où l'eau en 1 heure de temps descend à la mer, on peut faire des petites retenues qui sont utilisées en collectif qui peuvent servir, ce qui n'est pas encore le cas ici. On fait des grandes retenues, mais ça c'est un exemple qui, dans l'exemple de la coopération à mettre en place. Ces 3 jours prendront fin demain avec pour thématique « Quel avenir pour la ruralité mahoraise ?» Plusieurs ateliers animeront une dernière journée qui doit notamment permettre d'imaginer les évolutions futures pour nos villes et villages ruraux mahorais. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.